bien bonsoir, bienvenue sur cette dernière édition du CIVIM. Donc là où on va mélanger à la fois donc, du figital, prenons ce terme, hein, physique et digital. Donc n'oublions pas que nous sommes un vendredi soir sur des fibres mutualisées. Donc il va y avoir du téléchargement de Netflix. Donc nous risquons d'avoir des petits temps de réaction des écrans. Donc n'oubliez pas. Eh bien écoutez, ce plateau TV aujourd'hui c'est les promesses du numérique. Que peut-on attendre raisonnablement de la Civic Tech? Un grand sujet sur l'implication citoyenne, surtout après les élections municipales qui viennent de s'écouler où la conscience du citoyen n'a jamais eu autant d'impact. Et là, nous sommes en liaison avec Françoise Thiaville de la ville d'Allonnes, une des nombreuses villes d'Allonnes, mais là on va parler de celle qui est près du Mans, pour nous parler un petit peu de cette démarche. Donc Françoise, bonsoir, merci beaucoup. Françoise, quelle est l'utilisation de la ville d'Allonnes a-t-elle fait de la Civic Tech? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment la ville d'Allonnes s'est appropriée la Civic Tech? Il faut débloquer le micro. Il faut débloquer le micro, Françoise. Votre micro est en mute. Voilà. Bonsoir, donc merci de m'accueillir. Allonnes dans la Sarthe, à côté du Mans, compte environ 11 200 habitants. C'est une ville champignon qui a poussé entre 1960 et 1975 à la verticale. Donc c'est une ville qui est en quartier politique de la ville. Le centre-ville, qui compte plus de la moitié des habitants, est en quartier prioritaire politique de la ville, donc avec un revenu médian très bas. Et donc depuis plusieurs années, la municipalité s'est engagée à développer la participation citoyenne et la proximité avec les habitants. C'est un engagement qui a été poursuivi de façon récurrente depuis 2008 et qui est donc maintenu par l'équipe actuelle qui a été qui est la même équipe politique en tout cas qui a été réélue, même si les hommes ont changé, le maire est le même, son équipe a changé. Donc, en termes de Civic Tech, on va rester, moi je vais vous parler de ce que la ville a fait en communication et en participation. Donc en communication, on a développé au mieux ce que l'on pouvait faire évidemment de site internet, on l'a renouvelé, on a créé des écrans d'information dans les équipements publics, on a mis des panneaux d'information lumineux et aussi on a développé une application sur les smartphones, téléchargeable sur les smartphones, qui permet de recevoir donc des informations de la ville en direct sur à la fois les agendas, le site et des informations application qui est aussi interactive puisqu'elle permet aux habitants de signaler des problèmes ou, qui sait, de faire des félicitations. Voilà, ça c'est pour ce qui est communication, sachant qu'on sait que le taux d'équipement des familles est assez faible et que toutes les familles n'ont pas de forfait de données important. Donc la ville a installé aussi des bornes Wi-Fi dans les établissements publics et aussi dans certains lieux publics où on sait qu'il y a une forte possibilité, comme le marché, de rassemblement. Ça, c'est pour permettre donc aux Allonnais et aux Allonnaises de se connecter. Maintenant, en matière de participation citoyenne, donc il y a des instances participatives, il y a un conseil des sages, il y a des comités des jeunes, il y a un réseau d'élus référents dans les quartiers. Et donc la ville a souhaité en 2019 mettre en place un budget participatif. Et donc pour ça, on s'est appuyé sur une plateforme participative dédiée en lien avec le site, mais un outil dédié qu'on a construit avec Cap Collectif. Et donc ça a été utile à... Un tremblement de terre vient de se produire à Allonnes, mais ça va. Ça a été utile, la plateforme participative a été utile à l'époque, à la période du dépôt de projet. Donc les gens ont pu déposer des projets via la plateforme et à l'époque du vote. Les gens ont pu voter sur la plateforme. Et donc elle a été utile aussi parce que le règlement est visible par tout le monde sur la plateforme. Et il y avait une chronoline qui permettait de suivre le planning du déroulé du budget participatif, de même que tous les projets étaient visibles, on pouvait voir toutes les fiches projets et
Moi, je vous ai perdu, Non, non, Renan, c'est ou bon, vous c'est bon. m'avez C'est ce que je perdu? disais. Là c'est Game of Thrones qui est en train de télécharger. Il nous reste plus que 25 épisodes. Allez-y. Non, mais je pense que moi, j'ai fini, en tout cas, de répondre à la première question. Très Je bien. vais Donc, laisser de la place aux prochains interlocuteurs. Je veux bien que vous me posiez une deuxième question si vous bien en sûr. avez le Dans le loisir. point justement, on parlait beaucoup de la Civic Tech. Est-ce que la Civic Tech, on parle bien sûr de l'implication citoyenne, est-ce que pour une ville comme de la dimension d'Alonne, est-ce que c'est véritablement un outil approprié? Puisqu'on parle beaucoup d'électronisme aujourd'hui, hein, donc de l'appropriation de l'outil électronique, est-ce que justement une ville comme Alonne a la capacité de pouvoir développer ce type de produit? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on pense aux habitants et à la proximité des habitants. Et moi, en tant que directrice de la communication, Alors, on va passer. Je vais reprendre la main. Dans ce cas, on va profiter. Justement, l'avantage du digital, c'est que quand on n'a pas le digital, on a toujours le physique. Donc, Thibaut Dernancourt, merci beaucoup. Cap Collectif, c'est justement, on va pouvoir en parler. Je vous ai pris la main, Françoise, mais on va y revenir. Et Thibaut, puisque vous êtes ici en présence, donc parlez beaucoup de massification, l'élargissement de la participation citoyenne, où dans le commerce, on a le consommateur. Est-ce qu'on va vers le citoyen acteur aujourd'hui dans les territoires? Alors justement, comment vous gérez, vous, avec Cap Collectif, ce flux d'impact sur les citoyens, sur leur territoire? Ouais, effectivement, on a coutume de parler de massification. On parle d'une manière un peu plus humble d'élargissement, puisque dès lors qu'on se pose un peu plus la question de savoir finalement la norme, ou en tout cas combien de personnes participent sur ces plateformes, on peut parfois être déçu du nombre de participants. Notamment, on est assez souvent déçu quand on compare à la population au total. Donc c'est là où nous, on est amené à essayer d'un peu réinterroger ces questions-là. Quand je vous dis déçu, c'est que globalement, quand vous faites une consultation en ligne un peu classique sur un sujet, les rythmes scolaires ou un aménagement, assez vite, vous voyez que vous pouvez être à 100, 200, 300 participants. Par contre, il y a certains dispositifs quand même qui peuvent permettre d'être un peu plus massifs. Vous avez parlé tout à l'heure du budget participatif. Typiquement, le budget participatif, on peut considérer que ça vous permet d'atteindre 5% de votre population. Les collectivités qui mettent le plus d'énergie et le plus de moyens aussi en termes de communication parviennent à atteindre 10% de leur population. Mais derrière ce côté-là massif, on a à la fois cette surprise, puisque des observateurs vont vous dire mais 10%, mais c'est que dalle. Et après, toutes les personnes qui ont l'habitude de faire de la participation, quand vous leur dites que sur votre plateforme de participation, vous avez 6000 participants au niveau d'une ville, c'est quasi inespéré, puisque la pratique et l'observation que chacun peut faire dans ses manières de faire de la participation, c'est globalement quand vous faites des réunions, il n'y a pas grand monde. Oui. Et globalement, le public que vous le retrouvez assez souvent, c'est un peu caricatural, mais plutôt des retraités ou autres. Donc sur cette question de la massification, on essaye d'être un peu plus, à la fois c'est l'objectif, à la fois d'être humble, mais aussi de se poser la question de d'où on part. Oui. Et globalement, ces outils-là, notamment de plateformes participatives, vont permettre l'expression de ceux qui ont envie de participer. Vous n'arriverez pas, et parfois certains élus, au moment où ils lancent leur démarche participative, ils ont l'impression que du coup, ça va, tous les citoyens qu'ils ne voient jamais ou qui n'ont pour certains rien à faire de la chose publique, qui ne sont pas intéressés par ça tout simplement, et ou qui ne croient pas en la politique, et ou qui ne croient pas en démarche participative parce qu'ils ont participé une fois et ils ont eu l'impression que ça n'avait servi à rien. Du coup, si jamais un peu on fait ces ratios-là, on s'aperçoit que finalement la population qu'on peut toucher, elle est beaucoup plus mince qu'attendue. Par contre, le fait de pouvoir toucher ces 10% de volontaires à l'échelle d'une ville, ça c'est quelque chose que l'outil vous permet de faire assez facilement, et quelque part dans des questions aussi de coût qu'on aborde assez peu dans la participation citoyenne, mais finalement de le faire à travers un outil numérique. Vous devriez toucher 1000 personnes dans votre ville avec des ateliers. Je pense que l'énergie et les coûts pour pouvoir les atteindre seraient quand même beaucoup plus conséquents. Oui, alors justement, comme vous êtes mon joker en physique, je vais vous garder pour revenir justement sur cette notion de données. Et là, je vais m'adresser à François Panouillet, qui est l'argentier de l'État, donc la Banque des Territoires. Vous, François, dans l'accompagnement justement de ces entreprises qui veulent participer, comment vous positionnez, quel constat faites-vous sur les outils Civic Tech dans les collectivités ? Alors, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de villes souhaitent effectivement renforcer le dialogue avec les citoyens et les impliquer davantage dans la vie de leur cité. On le sait, les collectivités ont une longue tradition de concertation avec les habitants, mais ce qu'on voit, c'est qu'elles cherchent aujourd'hui à renouveler les outils classiques. On l'a déjà évoqué 2 fois, on dénombre aujourd'hui plus de 200 villes qui ont mis en place des budgets participatifs, donc on note vraiment un réel engouement là-dessus.
Alors, il s'agit principalement de métropoles, de grandes villes, mais cette tendance s'étend désormais de plus en plus aux petites et moyennes collectivités. Intermédiaire. Intermédiaires. Médiane. Donc, indéniablement, les outils numériques jouent un rôle de plus en plus important dans ces démarches de participation citoyenne. On trouve des plateformes de dialogue et de vote, de la cartographie participative, des outils de signalement, de co-construction. Mais alors, de là à dire que le numérique va hacker la démocratie locale, clairement, la réponse est non. Ces outils permettent aux habitants d'être mieux informés, de prendre part plus facilement au débat public. Mais disons qu'ils fonctionnent réellement que s'ils sont couplés à une démarche plus globale qui comprend des actions en présentiel. C'est du moins ce qu'on observe. Bon, on note aussi quelques freins qui demeurent et qui retardent le déploiement d'outils numériques dans les collectivités. Parfois, ils sont perçus un peu comme des gadgets ou vus uniquement sous le prisme d'outils marketing en vue de moderniser l'image de la collectivité. Certains élus peuvent aussi éprouver des inquiétudes sur la possibilité d'accaparation des outils numériques par l'opposition. Et enfin, dans bien des cas, il y a les réseaux sociaux et Facebook qui constituent une alternative parfois facile à mettre en œuvre et suffisante. Voilà un peu pour ce qui est du panorama de l'utilisation des civic tech dans les collectivités. Alors justement, donc on parle de gestion de relations citoyennes, puisqu'aujourd'hui on voit bien, il y a des multicanaux. On voit aussi Françoise qui hoche la tête en se disant les moyens c'est complexe. Alors justement, concrètement, comment la Banque des Territoires peut aider un territoire comme Allonne? Comment la Banque des Territoires peut arriver à justement permettre à ces petites, moyennes, intermédiaires, médianes, appelons-les comme on les veut, mais qui n'ont pas forcément la puissance d'une métropole, à pouvoir déployer leurs outils de Civic Tech? Alors, la Banque des Territoires a investi dans Cap Collectif, votre joker en présence, donc cette start-up plus que prometteuse maintenant. On accompagne aussi les collectivités avec un guide sur les démarches de participation citoyenne et les outils numériques qui est accessible en ligne sur notre site internet, un annuaire qui recense les acteurs de Civic Tech parce que il faut admettre que l'offre est foisonnante et que les collectivités sont parfois un peu perdues face à cette offre existante. Et puis, on a mis en ligne des retours d'expérience et des témoignages très concrets de collectivités qui ont mis en place des démarches participatives et qui nous donnent quelques astuces et chiffres clés et la possibilité également de rentrer avec les chargés de projet, ce qui est toujours intéressant d'échanger quand on est une collectivité. Et enfin, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, on accompagne les villes qui souhaitent lancer des démarches de participation citoyenne en cofinançant des outils ou de l'ingénierie sur ces sujets. D'accord. Alors justement, c'est assez intéressant. On voit qu'aujourd'hui, on foisonne d'outils, mais outre-Atlantique, alors chez nos cousins québécois, sur cette vision de la Civic Tech, quels sont, vous, justement, votre retour d'expérience pour confronter avec notre vision à nous en France? Quels sont les principaux freins à l'adoption d'un usage numérique que vous pouvez rencontrer sur le Québec? Nicolas? En fait, si vous me permettez, messieurs, j'ai préparé une petite présentation, donc je partagerai mon écran. Ça va juste prendre un petit instant. Je vais vous faire un petit peu le survol des grandes tendances chez nous. Donc, nous, notre vision, c'est vraiment de prendre l'expérience citoyenne et d'aller au-delà de simplement offrir du service. Rapidement, là, nous, on est des experts en expérience usagée. On dessert des municipalités et villes de 1500 à 450 000 citoyens. Donc, vraiment, petite municipalité a aussi sa place dans la réalité et on dédie nos activités aux villes innovantes de recherche et développement. Donc, même si 6000 km nous séparent, on a tous la même idée là, en tête, hein, évidemment, c'est d'accélérer le virage numérique des villes et des municipalités. Du moins, c'est notre mission, notre objectif et je crois que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit comme facteur de ralentissement, c'est que tout part de la gouvernance. Donc, s'il n'y a pas de gouvernance, bien évidemment, il n'y a pas de décision. Et s'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de changement. Donc, si on rallie ces trois mots-là, gouvernance, décision, changement, c'est ce qui pourrait nous permettre d'accélérer justement le dit virage. Donc, si on prend plutôt les facteurs d'accélération, moi, j'aime bien comparer les villes, peu importe leur taille, à des entreprises. En fait, si on prend une entreprise, elle a besoin de... Pourtant, on avait placé Nevers au centre du monde. Bon. Donc, justement, ça revient. Toutes mes excuses. Voilà. Non, c'est bon.
Comme je disais, de comparer une entreprise à une ville, ça nous prouve que l'entreprise a besoin d'être très, très proactive, sans quoi elle va perdre des clients. Au même titre de ses processus, si elle les analyse, c'est pour les améliorer, sans quoi elle ne générera pas de profit. Et c'est deux choses qui sont fondamentales, des clients et des profits pour une entreprise. Alors, pourquoi les villes ne portent pas la même attention à leurs citoyens et à leurs processus? Vous connaissez assurément les systèmes de gestion de la relation client, les progiciels intégrés. Et c'est ce qu'on voit un petit peu là, comme objectif chez nous. L'objectif est de briser les silos, donc vraiment d'avoir un portrait 360 plutôt que d'avoir un portrait par service. Savoir combien de fois tel citoyen s'est présenté à l'hôtel de ville, combien de réservations il a fait, et vraiment... Vraiment. Je pense que ça a coupé ou... Non, c'est bon, on y va. Merci. Donc, évidemment, de bonifier l'expérience avec des suivis et des relevés personnalisés et automatisés. Je prends l'exemple d'une demande de permis que j'ai fait moi-même cet été. J'ai envoyé ma demande par la poste avec un chèque et ensuite de ça, je n'ai plus eu de nouvelles. Je me sens un peu abandonné dans ce processus-là. Donc, d'avoir une expérience qui s'automatise, ça démontre beaucoup de transparence. Donc, nous, ce qu'on voit comme la nouvelle priorité, c'est oui, la gestion des services, oui, se rapprocher du citoyen, mais vraiment l'optimisation de la relation citoyenne avec la satisfaction par les budgets participatifs, mais aussi par la connaissance du citoyen. Donc, si on comprend mieux, on est plus transparent, bien, on va assurément mieux satisfaire. On parlait de budget participatif, assurément, c'est un processus qui est très transparent, qui nous permet de comprendre et au final, bien, on va avoir une belle mobilisation des citoyens en ce sens-là. Donc, je voulais juste vous partager un petit peu là, notre réalité en tant que cousin, mais je suis impatient de vous entendre sur ces autres sujets. Eh bien justement, je crois que la transition est assez intéressante. On va pouvoir aussi interroger un territoire à partir de votre analyse, Nicolas. Si on se tourne vers Albi, Maxime Morel, aujourd'hui Albi, c'est largement, bonsoir Maxime, largement engagé dans son projet de ville intelligente. En quelques mots, pour vous, la ville intelligente albigeoise, les civic tech influent-elles leur action sur les projets municipaux? Est-ce qu'on peut considérer que sur un territoire comme Albi, la civic tech a été véritablement un élément marquant dans les prises de position politiques? Alors, peut-être pas dans toutes les prises de position politiques, mais en tout cas, ça a été des indicateurs qui nous ont permis d'évoluer, nous, sur nos choix. En quelques mots, la ville intelligente à l'albigeoise, c'est avant tout un projet que je dirais pragmatique, tout simplement en tenant compte d'un existant. Un existant, peut-être pour le rappeler rapidement, mais c'est un schéma directeur numérique ou plutôt informatique qui, depuis 10 ou 20 ans, contribue à équiper en termes d'infrastructure le territoire de la fibre, relier les bâtiments les uns avec les autres. Je l'entendais par madame au niveau d'Allen, c'est sensiblement la même chose, développer du Wi-Fi sur des spots bien identifiés qui vont permettre d'accompagner sur le territoire les personnes qui souffrent d'un manque de connexion. Alors maintenant, évidemment, avec les réseaux, la 4G, j'ai bien entendu aujourd'hui qu'on parlait de 5G aussi, mais un projet pragmatique qui tient évidemment compte des besoins des usagers. Et je crois que c'est l'essence même du projet de ville intelligente à l'Albigeoise. Je dirais même de territoire intelligent, parce que ce n'est pas seulement la ville d'Albi, c'est son agglomération évidemment qui est concernée, sur des enjeux de mobilité bien sûr, sur tout ce qui relève aujourd'hui de la consommation de l'énergie, des déchets. Et donc, bien sûr, c'est le citoyen qui est au cœur de tout ça, et on a souvent tendance à considérer qu'aujourd'hui, la civic tech, c'est des technologies pour les citoyens. Non, c'est évidemment au bénéfice des citoyens et au bénéfice de la collectivité, de savoir exactement ce que le citoyen attend de sa collectivité et comment lui peut devenir, j'aimais bien le terme, citoyen-acteur, à défaut de consommateur, c'est citoyen-acteur. Donc, on a essayé d'établir une feuille de route qui est considérée être une sorte de schéma, après schéma numérique, plutôt informatique, schéma des usages numériques, où à rythme régulier, on essaie d'interroger la population sur des consultations ou des formes participatives particulières, intégrant toujours qu'il y a un volet distanciel et présentiel assez marqué, avec aujourd'hui une feuille de route, un ensemble d'actions bien définies, où derrière, on essaie d'essaimer dans toutes les directions de la ville. Ça ne s'arrête pas évidemment au seul fait que nous, on a décidé de mettre en place
un schéma des usages numériques. Il faut que derrière, on ait les directions, que ce soit l'éducation, le sport, la culture, que toutes prennent évidemment en compte le fait qu'elles doivent évoluer à nos côtés. C'est une forme d'accompagnement au changement. En dehors de ça, bien sûr, c'est ce qu'on retrouve traditionnellement, la mise en place d'une application mobile avec des fonctionnalités de partage sur le territoire. Ça veut dire qu'on a la possibilité de communiquer des informations en temps réel. On a eu un épisode de Sevenol il y a une quinzaine de jours. Évidemment, l'application mobile, elle touche plus facilement les citoyens qui l'ont téléchargée que d'autres au travers des plateformes sociales, par exemple. Si je prends Facebook ou Twitter, on sait qu'effectivement, tout le monde n'est pas sur Twitter, tout le monde n'est pas sur Facebook. Il y a des conflits générationnels. Alors, aujourd'hui, on dit que Facebook, c'est la plateforme des vieux. J'ai 40 ans, ouais, je considère être un vieux, en tout cas pour mon utilisation de Facebook, au détriment d'autres plateformes. Je ne suis pas sûr qu'on va aller sur TikTok pour annoncer qu'il y a un épisode Sevenol sur le territoire albigeois. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise en compte, et c'est ça certainement la force du projet de territoire intelligent albigeois, c'est de considérer qu'on a en face de nous tout un tas de publics qui sont tous en attente de problématiques sur lesquelles nous, on doit apporter des solutions, considérant que ce n'est pas les outils qui font la démarche, c'est l'étude de l'usage qui va apporter l'outil ou qui va permettre la réflexion sur l'outil à mettre en œuvre. Alors justement, Albi, je sais pour Albi, mais pour Alon, je sais que l'Europe a mis en place un programme qui s'appelle Wi-Fi for Europe, qui a permis justement à des territoires avec des dimensions et des moyens plus modestes de pouvoir s'équiper justement de solutions Wi-Fi. Ça fait partie de ces solutions. Vous parliez bien sûr de la 4G et de la 5G. Déjà, il faudrait qu'on ait une couverture 4G qui soit suffisante et cohérente sur tous les territoires avant de passer sur la 5G. Donc tout ça, ce sont des infrastructures qui se créent, donc bien évidemment, mais il faut accompagner aussi. On l'a vu avec cet épisode Sevenol, bien évidemment, mais aussi cet épisode du confinement, qui a été aussi une remise en cause, un besoin, une nécessité de pouvoir avoir un contact. Alors, comment vous avez réagi à cette période de confinement et comment vous avez... parce que dans notre préparation, on a parlé un petit peu de ce que je considérais moi comme étant une manière de détourner une des solutions pour pouvoir garder du lien social. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage sur l'action de Albi, sur justement cette période de confinement et vos actions? Oui, alors c'est vraiment, et tout le monde l'a vécu à sa façon, le confinement, qui plus est dans des organisations aujourd'hui qui doivent repenser leur mode de fonctionnement. Je pense évidemment au télétravail. On avait déjà engagé la démarche de mettre en place une plateforme de participation citoyenne sur laquelle on avait déjà fait plusieurs consultations. La première étant la mise en œuvre de notre application mobile, et on avait sollicité la population à réagir à nos côtés à ce qu'ils attendaient de notre application mobile. Pas que ça soit seulement des fonctionnalités inhérentes à toutes les applications mobiles qu'on retrouve sur le marché, parce qu'aujourd'hui, évidemment, au niveau national, il y a énormément de solutions, mais que ça soit encore une fois, le citoyen qui soit au cœur de nos préoccupations pour définir à nos côtés ce dont il avait besoin. En dehors de ça, on avait traditionnellement présenté d'autres choses. Et effectivement, cette plateforme de participation citoyenne avait des fonctionnalités qu'on n'avait jamais utilisées. Lors de la période de confinement, on s'est très vite aperçu qu'on avait la population, donc Albi, c'est 55 000 habitants. Pour rapidement la décrire, une ville légèrement écartée de Toulouse, à peu près de 45 minutes, avec des vraies valeurs, notamment sur le partage beaucoup. Et on savait que les populations étaient possiblement enclins à nous fournir des contenus. Alors, je m'entends sur les contenus, mais c'était beaucoup de témoignages. Et on a très vite identifié, notamment au travers des réseaux sociaux. Je pense aussi avec notre collègue canadien juste avant, qu'effectivement, on a aujourd'hui des enjeux de gestion de la relation citoyenne qui passent par un retravail des plateformes sociales, ou pas d'ailleurs. Et pour le coup, notre plateforme de participation citoyenne permettait, en détournant l'usage du traditionnel dépôt de consultation ou boîte à idées, de pouvoir récupérer les témoignages des habitants du territoire. Donc, on a lancé, et c'est de la communication bien sûr, une forme d'appel à participation en invitant qui le souhaitait à nous transmettre au format numérique ou éventuellement au format papier, voire éventuellement par mail, puisque ça aussi, ça composait du fait qu'on avait des EHPAD qui étaient fermés, des structures qui étaient évidemment peu accessibles, cette mise en relation. Une première phase qui était d'abord de mise en relation, notamment pour les personnes qui souhaitaient accompagner sur le territoire, je ne sais pas. Alors justement,
On va pouvoir. Exactement. Et après, les témoignages avec des dépôts, même jusqu'à des dépôts artistiques. On a eu de la vidéo, on a eu vraiment, vraiment une démarche citoyenne. Alors, ce qui nous a dépassé, parce qu'à un moment, on a eu dû nous-mêmes se structurer en interne pour savoir répondre à la demande, tellement on en avait. Donc voilà, c'est quelque chose que vous retrouverez également sur notre plateforme. Et c'est franchement super intéressant d'avoir vécu ça et d'avoir pu effectivement détourner la plateforme citoyenne traditionnelle pour en faire un recueil de témoignages et d'entraide entre les habitants albigeois. Très bien. Eh ben justement, on le voit bien, hein, la Banque des Territoires accompagne justement, bien évidemment, les territoires, mais accompagne aussi les entreprises. Hein. Je pense notamment à Spalian, hein, qui est une entreprise qui a été accompagnée par la Banque des Territoires, qui fournit justement des applications citoyennes et avec de la remontée d'informations et du prédictif. Donc, bien évidemment, aussi côté de Cap Collectif. Donc, Cap Collectif, justement, toutes ces données que l'on est capable de pouvoir traiter. Comment vous, aujourd'hui, vous pouvez tisser un lien avec une communauté, avec des citoyens engagés? Comment vous animez un peu ce réseau? Oui, je trouve que finalement il y a un usage, on parle beaucoup de plateforme. Si on reprend un peu le vocabulaire et les concepts du numérique, l'important n'est pas la plateforme, l'important est la communauté qu'il y a derrière. Oui. Et en fait, vous avez cette capacité que vous offre le numérique de pouvoir entretenir un lien régulier avec des participants volontaires et du coup d'entretenir ça de manière régulière, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes potentiellement que vous pouvez solliciter sur votre projet de manière régulière. Mais ça ne marche qu'à une seule condition, c'est s'ils ont considéré que la première fois qu'ils avaient participé, ça valait le coup de revenir une deuxième fois. Et en fait, je trouve que dans ces cas-là, ça nous amène sur une réflexion qui est très ancienne dans le secteur de la concertation, mais qui peut être réactualisée ou en tout cas modernisée avec le numérique, c'est la capacité à revenir vers les participants. Le premier frein à la participation, il est évident, hein, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui fait que je vais donner mon temps de participer? C'est si je pense que ça vaut le coup. Oui. Et si derrière, une fois que j'ai participé, j'ai reçu quand même la notification qui m'annonce que la consultation est close. Si j'ai reçu ensuite un mail de mon administrateur de plateforme qui m'explique qu'en fait que sur 150 idées reçues, il y en a 20 qui ont été expertisées et rajoutées à ma délibération initiale, à mon plan climat. Si jamais j'explique qu'en fait dans les 30 idées, il y en a 50 sur les 30 idées nouvelles, il y en a 25 qui ont été débattues avec les élus ou au moins débattues avec les services et qu'il y en a peut-être 5 qui ont été rejetées, mais on me dit pourquoi. Là, je pense qu'on a une capacité à d'une part permettre d'augmenter la participation puisque les gens seront un peu moins sceptiques par rapport à l'exercice de participation, oui. Et que de deux, on pourra commencer enfin à travailler réellement sur la question de confiance. C'est-à-dire que le but n'est pas simplement d'avoir des gens qui participent, le but est d'avoir des gens qui sont contents d'avoir participé et qui ont considéré qu'ils avaient aidé leur ville, et à l'inverse, d'avoir une ville qui peut se dire qu'elle a tiré le meilleur parti de ses citoyens et elle a peut-être aussi contribué à une forme d'éducation à la citoyenneté. Y compris en faisant une forme de pédagogie sur des enjeux qui sont parfois complexes et de sortir de ce dialogue un peu de sourds où la collectivité dit oui mais c'est trop compliqué pour vous et où les citoyens ils disent oui mais vous nous écoutez jamais. Oui, alors c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, cette instantanéité de la réponse, l'obligation lorsqu'on appelle quelqu'un au téléphone, on ne comprend pas de tomber sur sa messagerie vocale, ouais. On ne supporte pas. Donc justement cette rapidité des échanges, ces flux, comment un territoire comme Allonne par exemple, Françoise, comment vous avez, quelle a été en tant que communicante du territoire, comment vous avez réussi à fédérer les acteurs de votre territoire qui ne sont pas nécessairement une population geek dans la globalité? Non, globalement, ils ne sont pas geeks, mais bon, la population est diverse. Nous, on a lié le travail de terrain, de contact et le travail sur le numérique. Et on continue à le faire, c'est-à-dire que si je reviens au budget participatif, on a eu quand même pour la première édition pas loin de 10%, donc on n'est pas si mauvais que ça, si je comprends bien. Mais pour l'appel à projet, on s'est appuyé sur la plateforme, ça fonctionne très bien. On répondait régulièrement aux commentaires, on était toujours en lien avec les gens via la plateforme, mais aussi on a eu des tables de dépôt de projets dans les marchés, à la piscine, dans la rue, aux arrêts de bus. Et pareil, au moment du vote, on a aussi bien ouvert la plateforme, répondu aux commentaires, aux questions et tenu des stands avec des possibilités de voter dans les collèges. On a déposé des urnes dans les lieux publics. Et ça a été très intéressant de voir que en dépôt... Donc là, on parle en dépôt de dossier physique. Bonjour. Voilà. Au moment du recueil des projets, le recueil de projets s'est fait aussi bien à 50% numérique physique. Au moment du vote, la part du vote a été beaucoup plus numérique parce que
ce sont des projets comme un city-stade, le parcours. Et là, c'était des projets déposés par des jeunes sur les canaux numériques. Et eux, ils ont fait le buzz entre eux pour le vote. Et donc, ils ont réussi à avoir pas mal de voix. Mais les votes papier ont permis à des projets qui étaient peut-être portés par des gens qui avaient moins accès au numérique, comme un parcours patrimoine, un parcours santé, de remonter dans les résultats. Voilà. Donc c'est ça, cet aspect-là, vous parliez tous de revenir vers les citoyens. Je pense que en tout cas à Allonnes, où tout le monde n'est pas connecté, tout le monde n'a pas des moyens de se connecter, c'est très important d'aller au contact physique. Et de même, pour la réalisation des projets, on a expliqué aux gens pourquoi les projets n'étaient pas retenus, pour ceux dont les projets n'étaient pas retenus, parce que ce n'était pas d'investissement ou d'autres raisons, ou de la compétence de la ville. Et on met la plateforme à jour et on revient vers les porteurs de projets quand les projets sont réalisés pour leur expliquer. D'accord. Alors justement, est-ce que, Nicolas, outre-Atlantique, est-ce que toutes ces expressions là, de nos villes, de nos territoires, est-ce que ça vous inspire? Vous qui êtes sur le continent nord-américain, puisque globalement, il y a bien sûr Québec avec ce côté très français de notre cousin, mais il y a aussi surtout la proximité avec les États-Unis. Comment vous voyez, vous, quelles sont les tendances un peu qui sont autour de vous, qui pourraient nous inspirer ou qui seraient inspirantes pour vous? En fait, la grande tendance, c'est vraiment au niveau de la connaissance du citoyen. Je prends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Si on compare ça à un système de gestion de la relation client dans une entreprise, on voit que les villes qui sont les plus avancées en termes de maturité numérique vont se diriger vers cette opportunité-là parce qu'ils se rendent compte qu'au final, chaque service municipal a une portion de l'information sur le citoyen, mais qu'il n'y a pas de portrait global. Donc, c'est difficile d'aller vraiment plus loin dans l'augmentation de la satisfaction si on peut juste faire des interventions chirurgicales. Donc ça, c'est pour les villes qui sont les plus matures. Et sinon, comme je disais, on travaille avec des petites municipalités de 1000 citoyens en milieu rural à l'occasion. Et eux sont dans leurs premiers efforts de participation citoyenne. Donc, comme l'ont dit mes prédécesseurs, les boîtes à idées, les budgets participatifs. Et des fois, un budget participatif, ça n'a pas besoin d'être un gros montant, mais on est beaucoup dans l'optique little step, big move. Donc, des petits pas, mais des grandes avancées. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique vraiment bien aux municipalités qui sont moins denses en termes de population. Merci beaucoup, Nicolas. François, le mot de la conclusion? On a besoin de sous pour développer des projets, on a besoin de sous pour développer du concret sur les territoires. La Banque des territoires est présente pour aider ces collectivités et puis toutes ces motivations, ces startups qui sont prêtes à rendre service? Je confirme que c'est un axe stratégique qui devient majeur pour la Banque des territoires. C'est une thématique sur laquelle on a envie de mettre le paquet. Et je l'ai dit, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, on cofinance pas mal d'initiatives là-dessus. Il est probable qu'on le fasse dans le cadre du programme Petite Ville de demain également. Voilà. Eh bien, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre disponibilité. Il n'était pas évident un vendredi soir d'avoir 100% de la bande passante pour nous, mais je pense que toutes les idées ont été pour nous. Et là, je vous remercie tous et je pense qu'on peut vous applaudir. Et encore, à bientôt pour faire des grands pas avec des petits moyens. Merci. Merci.